mes premiers contacts médiumniques. Ah oui. J'avais à cette époque, entre, je vais dire, 5 ou 6 ans. Et à cette époque-là, on vivait dans un petit village qui s'appelle Triel-sur-Seine, dans les Yvelines. Et on vivait au-dessus d'une épicerie où ma maman elle travaillait pour aider un ami à eux. Parce que son épouse était malade, elle avait un cancer à cette époque. Et on laisse couper. Il y a un chat qui est en train de faire caca, donc on lui laisse le soin de pouvoir retourner son petit caca et puis après on... Bienvenue chez Christine Routon. Voilà. Bienvenue chez Christine Routon. Oui, parce qu'il y a plein d'animaux, alors ça c'est génial quoi. Voilà. Février, quand tu auras fini, tu nous le diras. Merci. Donc à cette époque-là, je devais en voir entre 5 et 6 ans. Et puis machinalement, un soir, il s'appelait Pierrot, il s'appelait Pierre exactement. Et il est monté, l'épicier, et il annonce à mes parents que son épouse était décédée. Et là, j'étais derrière mes parents, et j'ai dit, mais non, elle n'est pas morte, elle est derrière. Donc évidemment, j'ai été expédiée dans ma chambre, hein, systématique. Mais pour moi, je voyais un de mes premiers défunts. J'ai vu d'autres défunts, j'étais un peu plus âgée, je devais avoir à cette époque-là, j'avais 18 ans. Ça a été mon oncle. On va chez mes parents le jour des funérailles, enfin chez mon oncle le jour des funérailles. Et là, je vois dans le cercueil, je vois mon oncle qui était alors dans un état, parce que dans le temps, malheureusement, les cancers, les personnes, ils étaient vraiment pas bien du tout à la fin. C'était vraiment, il était jaune, vraiment très maigre. Et en fin de compte, je le regarde et d'un seul coup, je lève les yeux. Il était derrière son cercueil et il était comme moi, je l'ai connu. C'est-à-dire vraiment en pleine forme. Pas comme il était dans le cercueil, ça n'avait rien à voir. Et ça a été un que j'ai vu aussi. J'ai vu d'autres personnes, j'ai vu d'autres entités, même quand j'étais encore plus jeune. Hein, j'ai vu des gens que... J'ai vu un pendu, une fois. Un pendu. Vraiment, c'était une vieille maison, c'était une vieille cabane qui était au bord de la Seine. J'allais me promener souvent au bord de la Seine. Et il y avait une vieille ruine là, à cet endroit-là. Et j'ai vu mais carrément la personne encore pendue au bout de sa corde. Ça fait un drôle d'effet, surtout quand on est enfant. D'ailleurs, j'ai eu très peur, je me rappelle, j'avais eu très peur. Et puis, m'est arrivé d'autres choses. Par exemple, je devais avoir une dizaine d'années, puis à cette époque-là, on n'allait pas, on n'allait pas au sport d'hiver. Moi, j'étais une famille de plusieurs enfants, enfin de 4. Déjà à cette époque, mes parents n'étaient pas fortunés, hein, j'étais une famille d'ouvrières. Et j'ai été, donc il y a d'autres enfants qui allaient au sport d'hiver et tout, et moi non. Et machinalement, ça ne me dérangeait pas. Je n'étais pas plus embêtée que ça. Mais j'avais une copine, enfin une copine de classe, qui me taquinait tout le temps et qui se vantait justement d'aller au sport d'hiver. Hein, mais c'est pas méchant parce que c'est des enfants, on était enfants. Et elle me dit, oui, je m'en vais au sport d'hiver. Je dis, fais attention parce que tu vas rentrer plus tôt que prévu parce que tu vas te casser une jambe. Et elle a cru que j'avais dit ça par jalousie. Et en fin de compte, au bout de 3 jours, elle est rentrée avec la jambe cassée. Mais c'était sorti comme ça. J'avais des prédictions comme ça qui venaient toutes seules. C'est arrivé plus d'une fois. Et quelque chose que j'aime beaucoup raconter, c'est quand j'étais enfant, j'avais 9 ans à cette époque-là. J'avais des hamsters. J'avais 2 hamsters, j'avais un couple exactement. Et souvent, je me promenais dans la ville, mes hamsters, ils étaient libres. Hein. Donc, je me promenais dans la ville, j'avais un hamster de chaque côté. Donc, les gens me connaissaient comme ça. J'habitais dans un petit village, donc j'étais la fille de Monsieur Rousseau-Louis. Monsieur Rousseau-Louis, c'était quelqu'un de connu à Triel-sur-Seine, c'était le plombier de Triel. Donc, il était très connu. Et donc, on savait tout de suite que c'était la fille à Louis. Et je me promenais comme ça avec mes 2 hamsters. Et malheureusement, j'ai perdu un de mes hamsters, donc en premier le mâle. Je l'ai enterré en bord de Seine. À cette époque-là, je n'avais pas encore trop compris ce qu'il fallait faire, ce que j'aurais pu faire du moins.
Et quelques temps après, je retrouve ma femelle reine morte dans la cage, pareil que le mâle. À savoir quand même qu'on était en appartement avec du chauffage correct, hein, bain d'huile, donc on avait un minimum de 20-22 degrés dans l'appartement, donc pas d'hibernation sur l'hamster à cette température-là. Et j'ai retrouvé mon hamster raide mort, tout froid, dans la cage, avec les yeux ouverts. Et là j'ai pleuré parce que pour moi c'était énorme, perdre mes animaux c'était énorme. Et j'ai pris ma petite femelle et je l'ai mis dans mes mains et je pleurais, et voilà, et je la serrais comme ça, dans mes mains. Et puis ma soeur qui me dit « Oh, t'as qu'à la mettre sur le radiateur, peut-être que ça va la faire revivre. » Mais parce qu'elle avait envie de m'embêter. Et je continuais à pleurer, mais je ne l'ai pas mis sur le radiateur. Mais je continuais, puis c'est comme si je priais. Je dis « Pourquoi t'es morte, pourquoi t'es morte ?» Et je parlais toute seule avec mon hamster. Puis d'un seul coup, au creux de ma main, j'ai senti, hop, une petite secousse. J'ai continué à prier et continué à tenir mon hamster dans les mains. Paf, ça rebougeait encore de nouveau. Puis d'un seul coup, je lève ma main, puis je vois la patte qui fait comme ça. Alors j'ai continué, ça a duré au moins une bonne heure, et ma hamster, elle a revécu comme ça. Et je l'ai sauvée comme ça par 3 fois. Et ça a été étonnant, parce que c'était la première fois que je savais que je pouvais faire des choses avec mes mains. À cette époque-là, évidemment, je ne le comprenais pas, j'avais que 9 ans. C'est maintenant que je le comprends, c'est-à-dire avec le temps, avec les années d'expérience. J'ai eu aussi le cas de soulager un minet, un de mes chats qui avait la patte cassée, et mon papa avait fabriqué une attelle en bois. À cette époque-là, on n'emmenait pas chez le vétérinaire, hein. Et donc il avait fabriqué une attelle en bois et je caressais tout le temps. Et il s'est remis très très vite ce chat. Même en traînant sa patte, il allait encore dans sa caisse. Donc c'était incroyable. Et tout doucement, j'ai compris que j'avais des trucs de bizarre chez moi, mais que j'arrivais pas à expliquer. C'est pas facile de grandir comme ça. C'est pas facile de là. Évidemment, comme j'ai compris que j'étais pas comme tout le monde, qu'il y avait une différence. Donc du coup, j'ai décidé de laisser tomber parce que j'étais rejetée. J'avais 1 ou 2 amies, une de mes meilleures amies, c'était tout. Sinon, le reste, on évitait d'être trop avec moi. Donc ce qui fait que je pleurais beaucoup. Je m'isolais, ce qui n'est pas la solution. Donc j'ai décidé d'oublier ce que j'étais. Et j'ai dit au monde de l'au-delà, je leur ai dit, c'est plus la peine, je ne veux plus rien avoir avec vous. Carrément, j'étais en colère, j'ai plus voulu. J'ai gardé pendant des années ma voyance. Là, oui, je la gardais. Mais je faisais des voyances comme mes copines, une fois adolescente, hein, je parle entre 16 et 18 ans, voilà. On venait me voir après, même après, une fois que j'étais jeune femme, même maman, on venait me voir, j'étais bénévole, je faisais des voyances qui se révélaient exactes. Mais par contre, quand je voyais un défunt, je changeais de trottoir. Comme si en fin de compte, si je changeais de trottoir, comme si j'allais plus voir le défunt. Et ça n'aurait rien changé parce que, bon, il aurait fallu que je comprenne ça. À cette époque-là, j'étais pas encore très, très éveillée. Mais c'était comme ça que je faisais. Que je voyais une personne en souffrance ou un défunt, je changeais de trottoir. J'ai dit, ah non, j'ai assez de mes problèmes, je ne vais pas encore avoir les problèmes avec les défunts. Donc j'ai plus voulu, j'ai refusé tout ça. Et puis tout doucement, vous apprenez à vivre sans, à revenir tout à fait comme tout le monde, comme dirait l'autre entre guillemets, même si on sait qu'il y a toujours des présences derrière nous, parce que ça je le savais. J'ai appris à vivre un peu comme tout le monde. Et j'ai pris un métier très terre à terre. J'ai choisi un métier de comptable. Donc j'étais secrétaire comptable pendant des années, j'ai travaillé dans des laboratoires, j'ai travaillé dans des commerces, j'ai travaillé dans les lycées. Tout ça pour éviter d'être en rapport avec la médiumnité. Je voulais vivre, comme dirait l'autre, plus sur la terre et un peu moins là-haut. Et en fin de compte, le haut m'a rattrapée en 2004, lorsque mon fils est parti dans l'au-delà.
Et à partir de là, en à peine 3 semaines qu'il était parti, tout s'est éveillé. C'est rentré de, je vais dire, j'entendais des voix, j'entendais parler autour de moi, jour et nuit. Alors j'avais des brouhahas dans la tête que j'avais beaucoup de mal à gérer. C'était très difficile parce que je me disais, ça y est, je deviens complètement folle. Pour une bonne raison, c'était bien plus amplifié que ce que j'avais été enfant. Ça n'avait plus rien à voir. Et un jour, je sais pas, je vais dire peut-être un mois, j'ai entendu simplement me dire, une entité me dire, qui maintenant je sais qu'est mon guide spirituel, puisque de là je l'ai entendu plus d'une fois, me dire, maintenant tu es prête. Et c'est à partir de là que tout s'est arrêté. Donc j'ai commencé à entrer en contact avec les défunts, j'ai commencé à être en contact avec les guides. Voilà, je les voyais encore de plus en plus, même la nuit, d'ailleurs. Et j'ai commencé à aider, je vais dire, les âmes à partir dans l'au-delà. Donc, comme je disais, en 2004, mon fils est parti rejoindre le monde de l'au-delà. C'est-à-dire, je vais expliquer dès le départ. C'était le 1er septembre 2004 et le 31 août 2004, dans la nuit du 31 au 1er septembre, j'ai fait un rêve, sur le petit matin du 1er d'ailleurs, où j'ai vu le tsunami. J'ai vu le tsunami, je vais vous dire, j'ai vu le tsunami. Mais comme on pourrait le voir de nos propres yeux. Je me suis retrouvée à l'intérieur du tsunami. Et ce tsunami, il a eu lieu qu'en décembre 2004. Mais moi, je l'ai vu en septembre. Et je me suis retrouvée en astral à l'intérieur de ce tsunami. Il y avait des souffrances, des cadavres, des hurlements, des cris autour de moi. Sauf que dans ce tsunami, ce que j'ai pas trop compris, c'est que je me suis retrouvée avec mes 4 enfants. Et il y avait un petit muret, je me rappelle, il y avait toujours un petit muret, il y avait plein d'eau partout, et j'ai réussi à hisser mes 3 filles sur le petit muret. Et quand j'ai voulu attraper la main de mon fils, elle m'a échappé, et il est mort noyé. Donc bien sûr, ça m'a réveillée, ça m'a ramené dans mon corps, et je suis revenue en état normal. Et là j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve idiot, ce cauchemar, comment dire, j'étais vraiment choquée, j'étais vraiment très choquée. Donc j'ai réussi plus ou moins à m'assoupir, et puis est arrivé, il était 7h20 du matin. D'un seul coup, je regarde mon réveil, puis je dis, bah tiens, j'ai pas entendu Bruno. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a oublié de se lever, ce qui était très étonnant. Parce que chez Bruno, depuis son adolescence, je ne l'ai jamais réveillé. C'était un enfant qui a toujours été autonome, il se réveillait tout seul, quand il savait qu'il allait à l'école, il allait à l'école tout seul, et là il savait qu'il travaillait, il se réveillait tout seul. Il n'avait pas besoin de sa mère. Et donc je me suis levée, il était 7h20, et j'étais directement dans sa chambre, et je lui dis, Bruno, t'es pas réveillé? Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, tu sais que tu es en retard à ton travail. Alors il s'est réveillé en sursaut, et il me dit, oh là, oui, je suis en retard, prépare-moi un café, je me lave et je m'en vais. Donc j'ai été préparer son café, et puis en fin de compte, il est parti, il était exactement 7h35, voilà, de la maison. Et pendant ce temps, puisque j'étais debout, du coup, j'ai rangé un peu mon appartement, et puis j'ai réveillé mes filles parce que tous les mercredis matins, et le 1er septembre 2004 était un mercredi matin, tous les mercredis, on allait à la piscine olympique de Montpellier avec mes 2 filles. On aimait bien parce que on est de très bons nageurs, et on disait souvent à qui nageait le plus entre 2000, 1500, 2000 mètres. Et voilà, on aimait bien faire ça, tous les mercredis matins. Et ce matin-là, donc on a été à la piscine, et on a commencé à faire des brasses. Et puis d'un coup, il était 9h moins le quart, un peu moins que 9h moins le quart du matin. Et d'un seul coup, ma fille... Enfin, du moins, c'est moi qui me suis mis à couler. J'ai pas pu, comment expliquer ça, me sortir de l'eau. J'ai coulé
complètement à pic. Et je voyais le visage de mon fils, mais pas comme je vous vois, comme je vois les autres visages. Je voyais comme des sortes de visages électriques. Voilà, qui m'arrivaient, qui duraient une fraction de seconde, et puis paf, qui s'en allaient. Comme ça. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait quelque chose de mes entrailles. Et c'est ma fille Sabine qui m'a sorti de l'eau. Et je lui ai dit, il faut qu'on rentre tout de suite de toute urgence, il t'est arrivé quelque chose de grave à Bruno. Ma fille me dit, mais non, mais qu'est-ce que tu vas te chercher? J'ai dit, je te dis, il est arrivé quelque chose, il faut qu'on rentre. Et elle me dit, qu'est-ce que tu vas chercher là? J'ai dit, ça se trouve, c'est rien du tout. Bon. Du coup, on a repris, on s'est préparé, on a repris le tramway. Puis là, je reçois un coup de téléphone du patron de mon fils dans le tramway qui me dit, Madame Rousseau, vous êtes chez vous? Alors je dis non, mais j'y remonte. Il me dit, voilà, je passe vous voir, j'ai besoin de vous rencontrer. Alors je dis oui, mais je savais déjà. J'ai raccroché et ma fille qui me dit, mais non, mais maman, ça se trouve, c'est parce que on lui a volé ses papiers la veille, ce qui était vrai, et qu'on a retrouvé son portefeuille. Bon, elle essayait, en fin de compte, de me rassurer ou d'essayer de croire qu'il ne pouvait rien s'être passé. Et en fin de compte, je suis arrivée là-haut, ils n'ont pas eu besoin de me le dire puisque je l'avais compris. Je savais qu'il était décédé. Je savais qu'il y avait eu un accident. Ça a été très clair dans ma tête. Tout de suite, je savais qu'il n'avait pas survécu. Et bon, bah, évidemment, après, je suis une maman endeuillée, donc les souffrances, là, j'en ai voulu au monde entier. Surtout le monde entier, mais surtout le monde de là-haut. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, Dieu ne peut pas exister. Je ne sais même pas, mais la peine de me parler de Dieu n'existe pas. D'ailleurs, maintenant, bon, j'en souris un peu parce que le pauvre prêtre, à cette époque-là, il en a pris plein la tête. Mais j'avais été le voir pour les funérailles et il a commencé à me parler de Dieu. Et j'ai dit, là, foutez-moi la paix avec votre Dieu. J'ai dit, je n'y crois pas. J'ai dit, si je suis là, c'est pour les funérailles de mon fils et rien d'autre. Mais au fond de moi-même, j'y croyais quand même, si on va par là. Parce que sinon, pourquoi je serais passée par l'église? Donc, au fond de soi-même, c'est qu'on y croit. Sinon, j'aurais fait tout simplement différemment. Mais en y réfléchissant bien, avec le temps, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont étranges. C'est que mon fils, à peu près 3 mois avant son départ, on était en réunion familiale et on parlait de défunts. Pour nous, c'était quelque chose qui ne nous dérangeait pas de parler de cela. Et mon fils me dit, maman, le jour où je vais partir, je veux partir sur la musique de Bob Marley, je veux personne en noir et je veux que vous buviez un coup à ma santé. Alors je l'ai regardé, j'ai dit, attends Bruno, j'ai que 18 ans, je pense que tu as le temps de penser à ça. Et voilà, et puis il me regarde, sérieusement, il me dit, non maman, j'ai pas le temps, je sais que je vais partir jeune. Et il est décédé 3 mois plus tard. Ce qui fait que, dans le malheur, au fond de lui, il savait déjà ce qui allait lui arriver. Mais dans le malheur, il m'a aidé à comment dire, préparer. Souvent, les parents se retrouvent devant le fait accompli, c'est arrivé, c'est un défunt. Est-ce qu'il aurait préféré être incinéré? Est-ce qu'il aurait préféré être enterré? Est-ce que j'aurais dû faire ceci? Est-ce que j'aurais dû faire cela? Eh bien, moi, j'étais déjà préparée, puisqu'il avait demandé ses volontés. Et c'est très rare sur un jeune homme de 18 ans. Donc, c'est pas évident. Mais il avait, je l'ai compris bien plus tard, mais il avait déjà ses facultés lui-même. Il me l'avait caché, il ne lui en parlait pas. Mais par contre, je savais que dans son regard, quand il nous regardait, il lisait en nous comme dans un livre. Et d'ailleurs, ça m'agaçait. Souvent, je lui disais que ça m'agaçait quand il me regardait comme ça. Et il n'osait pas en parler, mais je pense que c'était une forme de médiumnité qu'il avait en lui qu'il n'arrivait pas à comprendre. Donc après, bon, bah, évidemment, après le départ de mon fils, bah, j'étais comme toute maman endeuillée, hein, dans une souffrance atroce.
envie de mourir, en vouloir à la terre entière, à vivre en reclus, c'est-à-dire les gens, dès qu'ils disaient quelque chose, je le prenais vraiment mal, même si des fois ils ne voulaient pas le dire en mal, on est tellement susceptible qu'on prend les choses différemment. Et au bout de 3 semaines, là la surprise, c'est que en pleine nuit, mon fils est arrivé. Mon fils m'est apparu. Alors en premier, j'ai pas pu bouger. J'avais comme une paralysie du sommeil. Je l'ai vu, il était là. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a serré et il m'a dit « Maman, t'inquiète pas, je vais bien ». Et il m'a dit « Maman, tu sais, je repasse mon permis ». Alors, par télépathie, je lui dis, parce que j'avais aucune phrase qui pouvait sortir. Donc par télépathie, je lui dis « Mais Bruno, tu l'as déjà ton permis ». Alors il me fait « Non, ici, c'est pas le même ». Alors, d'un seul coup, il n'était plus derrière moi. Il se retrouvait assis sur mon bureau. En l'espace d'une fraction de seconde. Et là, il me dit « Maman, fleur, téléphone ». Et là, plus de Bruno, envolé. Je dis « Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Fleur, téléphone ». Je me suis levée le matin, je raconte ça à Sabine, ma fille. J'ai dit, il m'est arrivé un drôle de truc. Et j'ai dit, par contre, je sais que c'était Bruno. Parce que j'ai ressenti son amour, j'ai ressenti sa force. J'ai vu mon fils tel qu'il était, donc de son vivant. Et machinalement, la journée passe, puis mon fils avait été incinéré. Donc, bien sûr, les gens avaient offert énormément de fleurs, sans que ne pouvaient pas incinérer les fleurs. Donc, toutes les fleurs étaient chez moi. Tout était autour de son urne parce que son urne était chez moi. Et il fallait que je m'occupe des fleurs. Machinalement, je commence à m'occuper de toutes ces fleurs qu'il y a autour de lui, enlever les mauvaises herbes, enfin enlever tout ce qui était fané. Puis d'un seul coup, je me suis rentré un morceau de bois. Mais je dis un morceau de bois, je ne dis pas une écharpe, je dis carrément un morceau de bois. Parce que c'est beaucoup plus gros qu'une écharpe. Dans le doigt, qui m'a fait extrêmement mal. J'ai réussi à le retirer, mais j'ai énormément souffert. Et là, j'ai dit, tiens, ça correspond un peu à l'avertissement de Bruno. Bon, machinalement, je laisse passer. Ce qu'il voulait me dire, c'était attention. De faire attention aux fleurs. Je l'ai pris comme ça. Et puis la journée a continué à passer. Puis d'un seul coup, j'entends mon téléphone portable qui commence à sonner. Bon, je décroche. Et là, mes parents, mon père au téléphone. Alors, je dis oui, tu m'as demandé quelque chose, tu voulais quelque chose. Et il me dit non, mais c'est toi qui viens de m'appeler. Ah, je dis ah non. Je dis moi, je t'ai pas appelé. C'est toi qui viens de m'appeler. Le téléphone a sonné. Il me dit non, il a sonné chez moi. Je dis moi, je te dis qu'il a sonné aussi chez moi. Et machinalement, il me passe ma mère et on discute pendant un petit moment au téléphone. Parce que mes parents habitaient encore en Normandie à cette époque. Et puis bon, plus d'une dizaine de minutes, je finis par raccrocher. Un quart d'heure plus tard, le téléphone ressonne. Rebelote. Je me retrouve encore avec ma mère au téléphone, alors qu'elle ne m'a pas appelé et que moi non plus. 3 fois de suite. Et puis, machinalement, en fin de la journée, le téléphone de ma fille qui sonne. Sauf que là, il y avait un souci. C'est que personne n'avait ce numéro. Son numéro de téléphone était tout neuf. Elle venait de changer son portable qui était cassé. Et la seule personne qui avait ce numéro-là, c'était mon fils. Et il l'avait parce que ma fille lui avait donné la veille de sa mort. Elle ne me l'avait pas donné encore à moi, ni à sa grand-mère, ni à personne d'autre. Il n'y avait que son frère qui l'avait. Et machinalement, c'est son téléphone qui s'est mis à sonner et c'est sa grand-mère qu'elle avait au bout du fil. Sauf que, évidemment, j'ai commencé à me poser des questions à cette époque, et puisque j'ai toujours cru en une vie après la mort, ce qui est normal, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui provenait de mon fils. Donc j'avais noté le temps que j'étais restée au téléphone avec telle personne. Et à tel moment qu'il m'avait appelé. Et le lendemain, j'ai pris le courage et j'ai appelé le fournisseur d'accès. Et ce qui est tombé bien, c'est que les 3 téléphones étaient chez le même fournisseur.
Et je me suis retrouvée avec une personne au téléphone qui était très gentille et qui me dit « Mais vous êtes la maman de Bruno ?» Et oui, c'était Orange, puisque mon fils travaillait pour Orange. Et, sauf qu'il ne travaillait pas pour Orange même, mais pour une société extérieure, mais il était connu chez Orange parce que c'était un blagueur, c'était voilà, quelqu'un qui aimait rire, qui aimait s'amuser, qui était très gentil avec tout le monde. Donc il était très connu. Et alors j'ai dit oui, je suis la maman de Bruno Jacob. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Alors j'ai dit, écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais qu'on fasse des recherches sur tel appel, et tel appel, et tel appel de tel jour, hier. Elle me dit, il n'y a pas de problème, on fait. Elle recherche, il n'y avait aucun appel. Aucun appel, mais en plus de ça, aucun fournisseur. Normalement, ma mère, par exemple, était sur un téléphone, comme on appelle ça, payé, prépayé, c'est-à-dire avec tant de minutes, tant d'appels. Ça n'a jamais été facturé. Il n'y a jamais eu aucune facture sur ces téléphones-là. Mais il n'y a eu aucune trace d'appel. On ne retrouvait aucun des appels. Aucun numéro n'apparaissait. Donc c'était assez troublant. Et j'ai compris que c'était mon fils, parce que c'est une des premières choses qu'il a su faire. C'est d'appeler par le téléphone. Et, il a continué avec les téléphones, des fois il laissait des messages sur répondeur où j'entendais « je vis »,« maman je t'aime ». Donc j'ai eu des tas de messages comme ça. C'est les premières choses qu'il a su dire, qu'il a su faire. Parce que c'est Orange, et puis finalement il a continué un petit peu de l'autre côté. La petite boutade quand même. Et c'est un peu un clin d'œil, mais c'est aussi un clin d'œil sur autre chose, c'est que c'est marrant. C'est qu'en plus il a toujours su se débrouiller avec les téléphones depuis qu'il est décédé, mais il s'est servi de la transcommunication instrumentale. Il est celui qui m'a aidé dès 2010, parce que j'ai commencé en 2010 à entrer en contact avec le monde de l'au-delà par la transcommunication instrumentale. C'est lui qui m'a dit « Maman, enregistre-moi ». Et de là, j'ai commencé à l'enregistrer. Et depuis, maintenant 2010, c'est lui qui me forme encore en transcommunication instrumentale. C'est lui qui m'amène les défunts. C'est assez troublant. Donc c'est vrai qu'il a un lien très particulier avec le téléphone, c'est le cas de le dire. Et on a eu je suis honnête, des signes merveilleux de mon fils. Des signes troublants, mais merveilleux. On a eu, comment expliquer, son visage qui est apparu sur une télé. Là, en tant que maman, même si, voilà, on est médium, parce que comme on dit, ça n'échappe pas d'avoir de la tristesse et de ressentir non, des choses. Non, ça n'y échappe pas. Même si les choses arrivent comme ça en dedans, quand on s'aperçoit, et en tant que maman, qu'on a le visage de son fils qui apparaît. C'est merveilleux. On peut pas rêver mieux, c'est merveilleux. C'est merveilleux, il m'est apparu plusieurs fois. J'ai eu cette chance de le voir plusieurs fois. J'ai eu la chance aussi d'aller le retrouver par les sorties du corps. Donc j'ai eu cette chance-là, ce qu'on peut appeler entre guillemets EMI ou voyage astral. J'ai eu cette chance de pouvoir le retrouver à plusieurs reprises dans l'au-delà, comme d'autres entités d'ailleurs. J'ai pas vu que lui. Mais pour une maman, c'est merveilleux. J'avoue, c'est... Et quand on le partage avec ses autres enfants, en famille? C'est merveilleux aussi. Le partage, c'est-à-dire que si on va par là, la première qui l'a vu, c'est pas moi. C'est Sabine. C'est ma fille Sabine, le lendemain même de sa mort. Le lendemain même, son frère est venu la voir, il s'est mis au-dessus d'elle. Et pendant son sommeil, il l'a tirée pour l'emmener en astral. Et là, elle a eu pris peur, elle a refusé, elle lui a dit « me refais jamais ça ». Et il a rigolé devant elle et il lui a dit, parce que ma fille est médium, hein, elle aussi, et lui a répondu, il a dit « mais Sabine, c'est pas moi qui suis mort, c'est vous ». Et il s'est arrivé le lendemain de sa mort. Donc je vais dire que la première qui l'a vue, c'est elle. Elle l'a revue après, hein, bien sûr, plus d'une fois aussi comme moi. J'ai eu aussi ma dernière qui l'a vue, mais ça, elle ne veut même pas en entendre parler. Pour elle se cachait en dessous d'une couette, en s'imaginant qu'en se cachant sous la couette, elle allait plus voir personne.
Bon, voilà, et elle a choisi un métier très cartésien aussi, actuellement. Mais voilà, c'est comme ça. Mais voilà, dans la famille, c'est vrai qu'on a une faculté qui est assez présente. Ma maman, on ne sort pas non plus, comme on dit, hein, un chien ne fait pas les chats. Voilà, et ma mère a aussi cette faculté, même si elle en a peur, encore maintenant. Oui, ça n'enlève pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup, je pense, qui se reconnaîtront dans ça, où ils savent, mais en fait, c'est quelque chose qui fait encore très peur, et qu'on met de côté, en fait, parce que voilà, déjà pour en parler autour de soi. Bah, c'est pas facile. Et encore, moi, je vais dire que dans le monde actuel, enfin, dans l'époque actuelle, du moins, on en parle un peu plus facilement qu'il y a 50 ans en arrière. Moi, il y a 50 ans en arrière, on me regardait avec des yeux qui sortaient des orbites. Et c'était pas faisable, c'était pas possible. Maintenant, on arrive à en parler. C'est déjà quelque chose de formidable. Même si on n'est pas toujours bien reçu. Mais bon, c'est comme ça.